Merci Florence. Écoutez, je suis vraiment très honoré d'être parmi vous et je suis obligé de mettre mes lunettes parce que je suis devenu presbyte avec l'âge et donc de vous parler un petit peu de l'intelligence artificielle et son impact dans la relation médecin-malade. Alors, vous avez vu, le ministère de la Santé a été un petit peu agrandi et je vais vous demander de prendre la DeLorean de Back to the Future pour partir un petit peu dans le futur avec moi, tous ensemble. Nous allons faire un petit bond quantique à peu près de 40 ans et nous retrouver à la consultation du Dr Hall. Le Dr Hall est neuropsycho-bayésien. Chaque jour, il se connecte sur son holo-écran. Le script est immuable, commençant par l'analyse des patients en zone rouge. Les métadonnées ont été transmises dans la nuit après avoir été traitées par les ordinateurs quantiques du laboratoire de psychiatrie bayésienne du consortium Probamed Technologies. 5 patients sont donc signalés en zone rouge ultra risque, avec un indice de confiance de 98,98%. Dans les 8 jours, s'ils ne suivent pas les propositions thérapeutiques, 2 vont faire un épisode psychotique, un patient sera maniaque et les 2 derniers feront une tentative de suicide. L'IA, intelligence artificielle du secrétariat, s'est automatiquement connectée à celle des patients pour organiser les consultations prioritaires. Fuseau horaire, traduction instantanée pour les non-francophones, tout est pris en compte pour optimiser l'intervention. L'indice de confiance étant maximal, après une vérification de l'algorithme thérapeutique, le psychiatre valide le contenu de prescription individualisée d'urgence, sans oublier d'y inclure son analyse émotionnelle humanisée. Il n'est pas sorti majeur de ce module pour rien pendant ses études. Toute la difficulté du métier de psychiatre réside dans l'accompagnement et la restitution du calcul des algorithmes, lui répétait son mentor pendant ses stages. De toute façon, les IA de chaque patient avaient bien déterminé que le Dr Hall offrait la meilleure probabilité de corrélation empathique avec ces derniers. Les messages passent plus facilement ainsi. C'est surtout utile dans des évaluations pour les primo-consultants, ceux de la zone orange, comme la conférence de 14 heures où il doit transmettre les résultats de l'analyse des données d'un jeune patient qui lui prédisent une transition vers la psychose dans les 3 années à venir en l'absence d'intervention. La synthèse de ces données de vie ces 5 dernières années laisse que peu de doute. Il a juste 2,58% de chances de ne pas tomber malade, mais selon la loi, il peut refuser l'implant optogénétique ou la thérapie par cellules souches. Ce type d'accompagnement est le point fort du Dr Hall. À ce stade, c'est l'expérience qui paye. Pour le reste de la journée, le segment consultation zone verte ne sera pas trop chargé puisque les psybots effectuent avec efficacité leur programme de psychothérapie en réalité virtuelle, ajusté au phénotype digital des patients. Les 50 paramètres neurophysiologiques et comportementaux traités en temps réel jugent de la bonne efficacité de la thérapeutique. Mais comme la dernière méga-analyse publiée dans la prestigieuse revue Nature Probabilistique a démontré qu'une validation humaine des items thérapeutiques augmentait son efficience de 26%, le Dr Hall se connaîtra sur le réseau réalité augmentée thérapeutique pour accompagner ses patients. Enfin, le soir, il rejoindra le tribunal virtuel en tant qu'expert pour valider humainement une analyse neuroprédictive d'un prévenu, car telle est la loi. Alors, utopie, inquiétude, réalité probable. Eh oui, effectivement. Nous sommes en 1955, conférence de Dartmouth, John McCarthy, ce qui est assez amusant parce que M. McCarthy c'est dans Back to the Future, mais bon, va élaborer un petit peu les fondements de l'intelligence artificielle comme un outil qui va être dédié pour apprendre par lui-même en fonction de représentations proches de celles du cerveau humain. Pour certains, on reproduit la cognition humaine, pour d'autres, la symbolique humaine. Bref, McCarthy, un mec brillantissime, va formuler ces bases et qui vont très rapidement, vous allez voir, être utilisées dans le champ de la médecine, en particulier par un programme qui s'appelle ELISA des années 60. Alors, qu'est-ce qu'une IA ? Effectivement, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est un petit peu le brouillard. Les spécialistes distinguent les IA faibles des IA fortes. Une IA faible, c'est ce que nous utilisons maintenant très fréquemment dans notre quotidien. C'est en fait un outil qui est, optimisé pour une tâche donnée. Alors, l'IA faible est plus forte que nous dans plein de domaines. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus nombreuse en matière de puissance de calcul. L'IA faible, ce sont des algorithmes simples que vous avez pour prendre des petites décisions, pour faire des tâches répétées, mais toujours un petit peu mieux que l'être humain. Loin de l'IA forte qui aurait une métaconscience de son propre fonctionnement, capable même d'avoir une bioconscience, de se percevoir en train de fonctionner, voire d'avoir une représentation du monde. Nous en sommes loin, on ne sait pas quand. Celle-ci inquiète, c'est Terminator avec Skynet, mais nous n'en sommes pas là. Aujourd'hui, nous sommes surtout dans le champ de la médecine devant des IA faibles. Faible ne veut pas dire inconsistant, mais faible veut dire simplement dédié à une tâche donnée. D'ailleurs, vous en avez tous les jours. Reconnaissance de visage, scanner, Google, financier, prêt quand vous faites vos courses. Moi-même,
J'ai été bénéficiaire d'une IA faible lorsque j'ai fait mon premier prêt pour ma maison. Et au lieu d'écrire chef de clinique, qui était mon statut, ils ont mis chef d'une clinique et j'ai eu mon prêt tout de suite. Il faut bien qu'il y ait de bonnes choses parfois avec les petites erreurs informatiques. J'avais pas compris, mais bon, c'était la réalité. Alors, si on reprend un peu nos moutons, on dit que l'acte de diagnostiquer et de traiter n'est pas un processus linéaire, c'est complexe. Il faut de la créativité et surtout de la résolution de problèmes, ce qui est un peu le métier des IA faibles. Alors aujourd'hui, reprenons un peu cette célèbre expérience que vous connaissez peut-être, l'expérience de Rosenheim. Nous sommes en 1973 et un article phare va être publié qui s'appelle « On Being Sane in Insane Places ». Rosenheim est psychologue et il travaille avec son équipe sur comment porte-t-on les diagnostics. Il va faire une petite expérience simple. Il va prendre quelques membres de son laboratoire, un peintre, une femme au foyer, et il va leur donner un script où ils vont décrire des symptômes. J'ai des hallucinations, j'entends des voix donc, j'ai du mal à faire les choses, on m'en veut, etc., etc. Et ils doivent se présenter aux urgences avec ce script. On voit ce qu'ils font. S'ils sont hospitalisés, le lendemain, ils doivent dire « Non, c'était une expérience, tout ceci est faux, je veux sortir ». Ils vont tous être hospitalisés sauf un, de 7 à 52 jours. Et le seul moyen de sortir, comme le dira Rosenheim, c'était de dire « Vous aviez raison, j'allais pas bien, mais maintenant je vais mieux ». Cet article va être repris par le courant antipsychiatrique, mais c'était pas son propos. Il fait « Non, j'ai rien contre les psychiatres. J'explique juste que le lieu de la psychiatrie est un lieu complexe pour porter les diagnostics, avec des prophéties autoréalisatrices, etc. » Ce qui montre bien que c'est quelque chose de compliqué et que le lieu nous amène obligatoirement à confirmer ce que l'on pense. D'ailleurs, quand les patients prenaient des notes, ils disaient, bah oui, ils sont paranoïaques, ils prennent des notes. Et ce qui était amusant, c'est que les patients, eux, n'étaient pas dupes, ils pensaient que c'était des journalistes infiltrés. Et ils ont dit ça aux médecins. Les universitaires disent, oui, c'est normal, vous n'avez pas été chez les bons. Je fais, mais on a un deuxième volet. On vous envoie des faux patients aux urgences, et maintenant, vous le savez, vous devez les dépister. Ils vont en trouver 82, sauf qu'ils en ont envoyé 0. Donc ça interroge vraiment sur la pertinence un petit peu. Alors, justement, pour cela, l'intelligence artificielle va ouvrir et proposer des outils assez puissants, comme les systèmes d'aide au diagnostic et à la décision médicale, les SADM, CDDS en anglais. Ce sont des outils, justement, algorithmiques très puissants qui, par le recueil de données, peuvent nous aider à porter des diagnostics, à augmenter la probabilité d'être bien guidés. Ces outils-là, on peut les avoir, par exemple, en consultation, c'est une tablette, et certains modules d'IA faibles permettent, en fonction des questions qui vous sont posées, d'aller vers d'autres questions qui sont plus appropriées, et par un système un petit peu de rencontre booléenne, de boules, de probabilité syndromique et symptomatique, d'arriver à un diagnostic beaucoup plus fin, beaucoup plus rapide et plus intéressant. Mais aussi de traiter des plus grands nombres de données, des données plus importantes, des microdonnées, vous allez voir, qui nous permettent aussi d'élaborer d'autres éléments avec une sensibilité accrue. Ils nous aident et surtout peuvent, pour le médecin comme pour le patient, fournir aussi des nouveaux éléments sur des tâches habituellement peu prisées, comme faire de la psychométrie en salle d'attente ou à la maison. On n'aime pas trop ça. Et on sait qu'avec ces outils, c'est beaucoup plus pertinent. Grand marché, grand chantier, les outils connectés et la prédiction des comportements. Qui a ici un petit outil connecté sur lui? Non? Une petite montre? Quelques-uns? Ah, dis donc. Ouais, quelques-uns, quand même. Il y a du oui, un peu du 2.0, mais moi, j'en ai pas non plus. Donc, vous voyez, si, quoique. Qui a un téléphone portable? Ah, bah voilà. Et vous croyez que c'est pas la même chose? Exactement, avec les deux, on peut obtenir énormément de données. Vous avez là-dedans, vous allez voir un nombre incommensurable de données possibles qui peuvent prédire des comportements et des états pathologiques. Alors, Jane, en 2015, va sortir un article avec un concept qu'on appelle le phénotype digital. Phénotype, normalement, c'est le résultat d'une interaction gène-environnement. Mais là, il est digital. Pourquoi? Parce que l'outil digital collecte des informations en grand nombre, des informations qui peuvent être transformées en éléments cliniques. Le digital phénotypique, c'est quoi? C'est la voix, par exemple. On peut analyser sur votre portable, quand vous parlez, votre FEMI, le débit, le nombre de mots, et en déduire, en fonction de votre baseline, de votre état de base, s'il y a des variations à la norme, qui sont prédictives ou non de changements microsémiologiques, bien avant l'heure, avec une très grande sensibilité. Ce logiciel, par exemple, s'appelle Priori. Ils ont fait leur première publication avec 8-10 cas. Imaginez quand maintenant on en aura analysé énormément. Donc la voix, combien de temps on parle, etc. Le GPS, ça sert à faire le nombre de pas, ça c'est très bien, mais quand on connaît vos trajectoires habituelles, imaginons maintenant qu'il y a une variation à l'habitude, que tout à coup, vous faites des pas un peu chaotiques. 10 000 pas, quantitativement, c'est la même chose, mais dans le désordre. Eh bien, il est capable de déterminer si un patient passe en hypomanie ou non.
À l'inverse, si on bouge peu, on reste tout le temps couché sur le lit, sans bouger. Bon, soit on appelle le SAMU, s'il y a un souci, on est peut-être mort. Mais sinon, ça veut dire qu'on est probablement dans une phase de ralentissement. Donc des informations ultra puissantes, justement, sur ces points-là. Le temps passé à la communication. Combien vous envoyez d'émoticônes ? Bon, l'ado est un paramètre à gérer, c'est un bruit méthodologique, mais communication, activité sur l'écran, émoticônes, horaire des SMS, etc. Encore une fois, par rapport à votre état de base, ça donne des informations très importantes et surtout des mesures répétées. Rajouter des biocapteurs, rajouter un petit t-shirt connecté, ce bracelet qui mesure la tension, qui mesure la température, qui mesure le rythme cardiaque, la variation du rythme cardiaque. On peut voir des états physiologiques et encore avec un nombre de données répétées énorme. Et enfin, en vous questionnant parfois dans la journée, comment te sens-tu ? Bien, mal, très bien, etc. Et par exemple, nous on travaille sur un réseau bayésien, un algorithme de prédiction de la pertinence de conseils pour les jeunes ados qui ont fait des TS. Et justement, on travaille avec ces petits EMA qui arrivent, mais qui sont couplés à d'autres mesures physiologiques. Le phénotype digital, c'est demain et ça bouleverse la culture de métier. Parce que ne s'améliore que ce qui se mesure, disait Sir William Thompson, alias Lord Kelvin, là on comprend mieux. Effectivement, là on a des variations, et on n'a pas une question, mais des questions. Quand vous voyez votre médecin, la plupart du temps, il vous pose une question. Mais on se souvient des 3 derniers éléments dans notre tête, des dernières heures. Pas de tout ce qu'on a fait dans la semaine, 15 jours ou un mois quand on n'a pas le temps de les voir. Là, vous avez des données répétées dans le temps et avec une diminution du biais de remémoration. C'est très, très important. Et vous pouvez avoir aussi une visualisation de ces variations, une sorte de lecture de votre activité. Vous pouvez avoir une représentation temps réel de ce qui s'est passé sur les 15 derniers jours, le mois. Un peu comme Samsung Health que j'ai pour savoir si je suis dans les 3 plus performants ou 25 plus performants de ma tranche d'âge en matière de pas et d'activité physique. Sauf que là, il y a une signification clinique, un feedback sur votre état permanent qui peut en plus être complété au niveau de la lecture de la consultation. Encore plus loin, ceci est un cerveau qui est transformé de manière à avoir une lecture conjointe. Grâce à des outils algorithmiques, nous pouvons faire de la prédiction clinique et thérapeutique. En effet, sans le savoir, sans connaître des zones d'intérêt, les algorithmes sont capables de trier, de classifier, de rechercher des différences entre les gens qui auront, lorsqu'on les étiquette bien, une signification clinique et thérapeutique. Alors bien sûr, c'est de l'algorithme, on peut se tromper, on peut faire émerger des différences qui n'ont pas de pertinence. Mais quand on veut classer les choses, ça devient intéressant. Et s'il y a de la validation intelligente derrière, médecin, patient, feedback, nous avons le moyen de faire de la prédiction et de la bonne prédiction. Pourquoi ? Avec les modèles classiques, l'expérience, qui grandit avec le temps, on n'est pas tous lotis de la même manière, il y a des gens qui ont un bon sens clinique, d'autres pas, il y a des gens qui voient, d'autres pas. Il y a beaucoup de biais. Effectivement, quand on est dans l'émotion, on a du mal à soigner correctement. Moi, je venais d'être nommé interne. La première action thérapeutique que j'ai faite dans le membre de mon entourage s'est terminée aux urgences. Je voulais pas voir que c'était plus qu'une fièvre, c'était une pneumopathie débutante. Je dis mais non, j'étais inquiet, angoissé, mes émotions m'empêchaient de penser. Pourquoi ? Parce que 95% de notre système décisionnel est d'abord un système basé sur des émotions, basé sur des schémas très automatiques, des heuristiques qui sont faits pour la survie. Pas pour le raisonnement, très très important. Effectivement, imaginons, je suis dans ma savane, je vois arriver une bête. Tiens, elle vient vers moi, elle fait 1,5 tonne à peu près. Elle arrive à peu près à 45 km/h, j'estime la vitesse, vu son poids, l'énergie cinétique et de temps. Dans 4 secondes, 3, 2, 1, boum, je suis embroché, c'était un rhinocéros. Non, j'ai peur, je fuis, après je me dis, ouf, j'ai bien fait, c'était un rhinocéros. D'abord, c'est l'émotion, d'abord l'action, après la réflexion. C'est la vie. Or, nous, en tant qu'individus, nous sommes dans 95% du temps d'abord dans le raisonnement émotionnel, d'abord dans ces schémas très rapides, parce que nous sommes programmés pour ça. Or, en médecine, parfois, on demande ça, mais autre chose, ou les deux. L'informatique nous aide à faire un peu mieux. Parce que parfois, la prédiction diagnostique, c'est ça, un petit jet de pièces. Quelle est la probabilité que je fasse une rechute ? Bon, je ne sais pas, c'est un peu le hasard. C'est de l'estimation. Et bien avec des algorithmes, par exemple, nous pouvons prédire dans 85 à 90% des cas si un événement va se passer simplement sur une imagerie avant même d'avoir commencé une maladie active. Alors plus les bases augmentent, plus ça devient important. 85, c'est pas 100, et ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait des derniers 15%. Et enfin, l'intelligence artificielle, en psychiatrie où nous en manquons cruellement, nous permet de chercher, de déterminer la pertinence de certains biomarqueurs en génétique, en physiologie et autres. Donc vous voyez qu'il
il se passe quand même pas mal d'événements intéressants que nous pouvons traiter et recueillir avec l'intelligence artificielle. Alors quand peut-elle intervenir, cette IA ? Elle peut intervenir avant une consultation, mais avant la maladie, ce qui interroge le syndrome un peu Minority Report, la nouvelle de Cadic pour ceux qui connaissent. L'événement avant l'événement, et avec tout ce que ça représente. Pendant, c'est s'ajuster. Pendant, c'est recueillir. Pendant, c'est traiter des informations et prendre des décisions. Et enfin, après, de manière individuelle, encore une fois, avec du micro-ajustement. Nous avons là un outil qui va s'immiscer dans la relation pour proposer des solutions qui vont être des solutions, nous allons voir, un peu temps réel ou à différents temps. Et ça change quand même pas mal la donne. Ça change la donne aussi de accepte-t-on qu'une IA, qui est un processus mathématique dématérialisé, prenne des décisions à ma place ou à la place de mon médecin, même si c'est avec le médecin que ça se prend, comme vous l'avez vu avec notre docteur Hall. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de temps et il faut réfléchir là-dessus. Donc effectivement, comme le professeur Florence Thibault évoquait, nous on travaille sur la perception que peuvent avoir les aidants, les infirmiers, les médecins de justement ces particularités, ces nouvelles façons de penser. Et vous verrez, le serment d'Hippocrate a été écrit il y a plus de 2000 ans. Aujourd'hui, peut-être qu'il en faut un 2.0, avec ces nouvelles données qui sont des données éthiques. Alors, quid de la relation médecin-patient ? Voilà un petit peu le résultat d'une des études que nous avions publiées dans le JMIR, Journal of Medical Internet Research, il y a maintenant 1 an et demi, où on avait, avec une méthode basée sur la méthode des scripts, avec des sociologues, proposé 3 scénarios, des scénarios réels pour les médecins. Un qui faisait de la prédiction comportementale avec des outils connectés, un deuxième avec de l'imagerie et un troisième avec des marqueurs physiologiques. Et nous avons demandé, via cette méthode, comment les gens la percevaient. Est-ce que ça va me remplacer dans mes métiers ? Est-ce que ça m'aide ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est éthique ? Etc. etc. Et nous avions vu 3 grands pools de questionnement de la part des médecins, par exemple au niveau médical. Impact sur l'alliance thérapeutique, le transfert, les risques liés à des contre-réactions, l'anxiété, des risques de sur- ou sous-traitement, quid de la validité de nos algorithmes. Surtout beaucoup de questions d'un point de vue éthique, déshumaniser la relation, risque de figer le patient dans sa pathologie. Ça ne veut pas dire que ça soit vrai ou faux, hein. Nous recueillons des informations. À la fin même, on avait laissé un petit peu de qualitatif, certains nous insultaient. Le chef de clinique avec qui je travaillais était catastrophé, il me dit « T'as vu, ils nous insultent ?» Je dis « Mais non, c'est bien, ça veut dire que notre méthode marche. C'est pas à toi qu'ils insultent, c'est ce qui les inquiète. » Et effectivement, si ça les inquiète, c'est qu'on a besoin de faire des actions correctrices. Je ne suis pas un militant pro-IA dans l'absolu. Je pense que c'est un train, un TGV, qui est en train de foncer, et que si à un moment donné on n'essaye pas de le raccrocher, c'est d'autres qui le feront, et peut-être pas de la bonne manière ou d'une manière qui nous convient tous. Et que justement, une des missions qu'on disait bottom-up, c'est que tout le monde, les prescripteurs, les utilisateurs, les aidants des utilisateurs et leur point de vue connaissent pour justement s'approprier ces techniques, pour en faire quelque chose de commun et d'utile à tous. Prédire une maladie incurable, donner un traitement préventif, questionnement, est-ce qu'on doit le faire ou pas ? Et ça va susciter ces questions. Si aujourd'hui je dis que vous avez 92% de risque d'avoir une pathologie dans les 3 ans, est-ce qu'on traite ? Mais la question c'est comment on traite ? C'est celle-là qui est intéressante. Et peut-être l'IA nous aidera encore plus à déterminer comment on traite d'une manière plus large. Et bien sûr, utilisation politique pour combler la pénurie de médecins. Voilà. Et finalement, d'un point de vue juridique, qu'est-ce qu'on fait ? Faux positif, faux négatif, liés au dispositif, effets indésirables, etc. Donc vous voyez beaucoup de questions qui interrogent énormément ce cœur d'interaction. Moi je pense qu'avant tout, c'est une opportunité pour l'empowerment du patient. Le e-patient est un patient proactif. Le e-patient est un patient qui va avoir accès à des données décodées temps réel qui augmentent son empowerment. Un point, c'est tout. Grâce à ça, le e-patient connaît, si c'est bien aiguillé, probablement l'évolution de sa maladie. Moi, je dis toujours, vous n'êtes pas malade, vous avez une maladie. C'est un changement fondamental. Le fait d'avoir une maladie veut dire qu'on agit dessus. Le fait d'être malade est une identité et il faut changer un petit peu la donne. Le patient e-patient est un patient qui a une maladie autour de laquelle il peut s'organiser et voir l'effet de beaucoup d'actions, du feedback permanent quasiment. Alors, il ne faut pas être tout le temps la tête dedans, mais quand il faut. Et l'intelligence de l'intelligence artificielle sera, en fonction de l'individu, de lui donner les bonnes informations. C'est une relation qui change du modèle paternaliste qu'on a énormément critiqué il y a quelques temps. Nous avons un modèle beaucoup plus symétrique. C'est pas simplement le patient Google. J'ai regardé sur Google, vous avez ça, etc., j'ai ça. Non. C'est quelqu'un qui a une interprétation
adaptée de ses propres informations sémiologiques. Une e-sémiologie, comme on a vu dans le phénotype digital, qui nous renseigne sur des variations d'état. Et la possibilité en amont d'agir, lui, avant que les symptômes soient trop gênants pour être simplement gérés par lui-même. Il est proactif, et ça, c'est un véritable changement. Il connaît l'évolution de ses troubles, et ça, c'est un vrai changement. Il a la possibilité d'avoir des conseils ultra personnalisés, et ça, c'est un vrai changement. Et il a la possibilité d'un rapport très équilibré sur l'analyse de sa sémiologie avec le médecin, quant au choix aussi thérapeutique qui va venir. Donc, premier acte, c'est une opportunité. C'est pour ça qu'il faut vraiment garder la main. C'est pour ça que les utilisateurs doivent faire partie de la boucle. Et les utilisateurs sont souvent appelés dans les focus group. Et moi, je pense qu'il doit y avoir des propositions au-delà des focus group qui émergent des laboratoires d'idées avec les patients pour justement proposer ce qui intéresse, quelque chose qui soit vraiment fonctionnel. Une fois, je m'étais dit, tiens, il faudrait que je fasse un site où on peut recueillir les données importantes que pour les patients, etc., qu'ils disent eux-mêmes ce qui les intéresse, de fois émerger tous ces points informatisés en open source, que les créateurs de ces logiciels puissent venir tester, s'imbiber. Et puis je me suis dit, ouais, enfin bon, ça va être encore un truc compliqué, et puis ça ira pas droit aux personnes vers lesquelles je veux que ça aille, donc j'ai abandonné, ce qui m'arrangeait, j'avais beaucoup de travail à l'époque. Possibilité d'action temps réel. Et oui, ça c'est encore une donne, je le disais tout à l'heure, le e-patient est un patient temps réel. Temps réel sur la maladie, pas temps réel malade. Changeons un peu les choses. Il y a moyen, par des petites actions, il faut poser, parce qu'avoir 150 pop-up à la journée qui vous disent « tu n'as pas assez fait », non, ça fatigue. Mais la possibilité d'agir, et d'agir en temps réel. Justement, de ne pas se retrouver acculé au dernier moment et de restaurer une forme de temporalité avec cette e-sémiologie, ce phénotype digital. Vous n'imaginez pas ce qu'un petit téléphone peut faire. Il y a des gens qui font fortune avec. Là, il y a moyen de jouer avec sa sémiologie, de l'anticiper, de la voir. Bien sûr, en plus d'agir avec le médecin. C'est pas compliqué, dès qu'on a passé un petit seuil d'alerte, qu'une alerte soit envoyée au médecin qui propose ou non une action correctrice. Même, là c'est un chatbot d'une personne que je connais bien qui a développé ça avec un psychiatre et un père aidant. Oli, une petite chouette, c'est un petit assistant, un chatbot assisté en temps réel, 12 000 utilisateurs je crois, c'était gratuit. Un petit chatbot justement de thérapie qui offre des moyens, qui propose tout un tas de choses en temps réel. Parce que ce qui est dit souvent autour de ces éléments, c'est que qu'est-ce qui se passe entre 2 consultations, ou entre 3 consultations, ou entre 10 consultations? Il se passe tout un tas d'événements où le patient n'est probablement pas non plus avec des solutions. Et il a peut-être besoin parfois de petits conseils, de petits coups de pouce qui pourraient l'aider à faire avancer ses choix ou à aller mieux. Je ne dis pas que on chinte le travail des psychologues ou des psychiatres, loin de là, et de tous les infirmiers, de tout. Non, c'est en plus. Et ça, c'est bon. Pour ceux qui travaillent, si je vous dis, je vous augmente de 5% votre salaire, vous prenez 5%. Et quand on dit oui, on va améliorer votre symptomatologie de 5%, les sciences disent oui, c'est pas significatif cliniquement, etc., etc. 5%, on prend. Si 10% en plus de bénéfices, on prend. Et il faut comprendre que là, on a plein de petits outils qui nous permettent de choper du petit pourcent, et du pourcent qui est vraiment important. Et à un moment où on va pas bien, c'est ce pourcent-là qui va devenir un 100% parce que c'est lui qui était utile à cet instant T. Donc vous voyez, au-delà du côté un peu marketing, digital, on veut tout digitaliser aujourd'hui, là on a des outils pertinents. Maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est du côté du médecin. Effectivement, reprenons le serment d'Hippocrate. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté. J'ai mis en gras autonomie. Pourquoi ? Parce que justement, avec l'IA, l'autonomie, elle n'est pas menacée, mais elle est interrogée. Qui sait ce qu'est un super vector machine ici? Qui sait ce qu'est une méthode des cas plus proches voisins? Qui sait ce qu'est un classifieur non supervisé? Qui sait ce qu'est un classifieur avec renforcement? Pourtant, c'est juste de l'algorithmique en intelligence artificielle, ce sont les méthodes utilisées. Pourtant, c'est ce que vous utilisez quand vous faites Google. Vous n'allez jamais vous tapez 2 lettres et ça vous dit exactement ce que vous vouliez savoir. Il connaît votre bulle et tout, des probabilités. Il faut connaître au moins la base, savoir. Là, j'ai pas le temps de vous le faire, j'aurais pu vous expliquer 2 ou 3 choses, mais il faut connaître, c'est ça qui est intéressant. Et le rôle du médecin va être justement de préserver cette autonomie par rapport à la connaissance. Acte 1, pédagogie et protection. Pédagogie pour expliquer. Et ça change dans la relation puisqu'il va y avoir un temps explicatif de la part du médecin, un temps supplémentaire du boulot, et certains vont être un peu à la ramasse.
Nous, quand on a fait notre étude, parce qu'on n'a pas fait que ça, on a regardé ce que ça changeait dans la culture de métier, on a regardé ce que ça changeait, et on a vu des groupes, des gens qui étaient anti. Les gens qui sont anti ne sont pas des gens méchants, c'est des gens qui ne connaissent pas. Parce que c'est un vieux réflexe très bourdieuien, décrit par Bourdieu justement, quand on n'a pas le savoir, on s'y oppose. Et on fait bouclier ou boule de feu. Et du coup, on ne veut pas avancer. Et on le voit, énormément de personnes ne veulent pas avancer, non pas parce qu'elles pensent que ce soit inintéressant, simplement parce qu'ils ne connaissent pas. Et l'idée même qu'on se fait de toutes ces histoires techniques serait trop inquiétante. Comment je vais faire? C'est hyper compliqué. J'y arriverai pas, donc je préfère pas le faire. Réflexe de base d'un cerveau qui n'a pas envie de se fatiguer. Exemple, 1 plus 1. Non, dites. 10 fois 10. 24 fois 37. Ah, il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut réfléchir. Logique. Moi, je connais les résultats parce que je l'ai fait des dizaines de fois, ce test. Mais fondamentalement, notre cerveau, dès qu'il doit consommer de l'énergie pour réfléchir consciemment, ça le fatigue. On n'aime pas faire des efforts et c'est normal. Nous ne sommes pas programmés pour faire toute la journée des actions dirigées. Quand il faut changer, c'est épuisant et beaucoup de nos collègues n'ont pas envie, par crainte, par projection. Protection aussi de l'individu. L'expliquer que quand il parle à un chatbot, c'est un robot, que c'est pas un être humain derrière. Expliquer aussi que quand il y a une IA qui prend les décisions, son autonomie, l'aider, le protéger, le préserver, c'est aussi l'aider à l'accompagner, comme le docteur Hall, d'analyser humainement les données. Parce que faire de ça? Comment on gère l'incertitude? Effectivement, vous avez 94,8% de chances de ne pas être bien. Quand j'étais petit, mon père me racontait une histoire. Jamais su si elle était vraie ou fausse. Des aborigènes se réunissaient autour d'un feu et on prenait un os de kangourou. On le faisait tourner et celui sur lequel ça pointait, je te dis un bug quand même, pourquoi ils font ça? Il mourait dans l'année. Prédiction. Et quand on a fait des coronarographes, on a regardé leur coronaire, ils avaient des syndromes de stress et surtout, ils mouraient de stress en fait. C'était autoréalisateur. On lui disait qu'il allait mourir, donc il en mourait. Et bien, si on vous dit que vous avez 94% de chance, c'est qu'en fait, en vrai, vous étiez dans les 6%. Vous allez probablement tellement stresser du 94% que, par incertitude, vous allez passer là où vous ne devriez pas être. Comment on gère ça? Comment expliquer un chiffre? Et ça, c'est un vrai boulot auquel on n'est encore absolument pas préparé. Déjà, quand on me pose la question, mais j'ai combien de chances de? Et que je dis 70%, qu'est-ce que ça veut dire 70%? Je ne sais pas. C'est compliqué à expliquer, c'est compliqué à percevoir, et c'est un vrai boulot qui change et qui oblige une vraie réflexion de la part des médecins. Sinon, on retombe dans les prophéties autoréalisatrices de Robert Merton, justement, où on crée l'environnement favorable à ce que l'on ne voulait pas observer. Et donc, c'est ça qui est intéressant, parce que ça va demander aussi un effort. Et aujourd'hui, il y a eu le Conseil de l'Ordre a fait des recommandations, mais dans les facs, il y a quelques DU qui commencent à arriver. Mais l'enseignement, par exemple, aux étudiants, sur tous ces domaines, est inexistant. Inexistant, il n'y a pas. Pas encore, peut-être à des endroits où on dira « vous ne savez pas, mais on fait ça chez nous », mais il n'est pas formalisé encore. C'est la preuve que la révolution est en cours. Protéger de la malveillance. C'est un principe éthique de base. Qui fait quoi? Est-ce que, à un moment donné, le programme ne va pas bugger, va être malveillant? Les hackers, tout ce monde-là. Vraie question. Qui a les données? Qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, le rôle du médecin et le rôle du patient est un rôle conjoint. Il ne faut pas non plus être dans le sentiment de menace permanent. Ça, on est d'accord. Et comme Hall pensait que l'ordinateur va, à un moment donné, devenir fou et justement devenir un objet incontrôlable. Mais une des missions aussi, dans cette relation, elle est de protection contre la malveillance, qui est un principe éthique. Deuxième part, admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me sont confiés. Reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Boum. Corrompre les mœurs, protéger les secrets, vaste débat. Qui a les données? Qui fait quoi? Il y a des gens qui sont prêts à donner leurs données ici. Tout le monde dit non. Pourtant, quelques-uns. Quand on interroge, de toute façon, on le fait tous. GRPD, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, la loi européenne, on appuie, c'est tellement fatigant, on ne veut pas lire, on fait OK. Finalement, on les donne. Moi, je les donne tout le temps. On me dit, de toute façon, j'ai rien à cacher, qu'est-ce que je fais, etc. On s'en fout. C'est le même principe. Sauf que là, il y a des données de santé. Et si on fait de la prédiction d'un état, ça va être un peu compliqué. Vous vous souvenez de ce film qui s'appelait Bienvenue à Gattaca? Bienvenue à Gattaca était un film un peu utopique. Gattaca, c'est une séquence génétique d'ADN, et à partir des gènes, on prédisait l'avenir. En fait, ça n'a pas très bien marché, ça, on le sait. Par contre, là, avec les comportements sur des biomarqueurs, tous accouplés, traités par un nombre important de données et d'une puissance informatique, vous avez le pouvoir de prédire. Et ça intéresse beaucoup de patients de savoir si on prédit. Là, par exemple, moi, je vais peut-être devoir refaire un prêt.
Sauf que j'ai plus 30 ans, puis je suis plus chef de clinique, on ne peut plus embrouiller l'ordinateur maintenant, croirons pas. Simplement, j'ai 51 ans, je rentre dans d'autres domaines, ma prédiction clinique, c'est pas la même. Les algorithmes le font. Maintenant, rajouter mes propres données captées à l'insu de mon plein gré, comme disait l'autre, je ne sais pas ce que ça peut donner. Donc, effectivement, nous avons, en tant que médecins, ce rôle supplémentaire 2.0 de rajouter de la protection. Enfin, je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission, etc. Je parle des connaissances. C'est une obligation. L'article L111-11 du Code de santé publique dit que nous devons être actualisés. C'est un mouvement en cours. Le médecin doit maintenant l'intégrer, puisque c'est probablement un bénéfice. Vous iriez voir un cardiologue qui dit « Oh, moi, je n'ai pas d'échographie, je n'ai pas d'électrocardiogramme. Je fais ça en posant ma main sur votre cœur. » Et les vibrations, je les sens. Vous allez vous dire, celui-là, il est un peu gentil. Bien sûr que la technologie ne résout pas tout, mais on aime bien avoir les derniers éléments à la pointe. Et si j'ai un algorithme avec un outil qui me dit, moi, en prenant ces marqueurs, je vous garantis que j'ai une prédictivité de 95% versus 30%, camarade, fais ton choix, comme on dit. Moi, je sais où je vais. Et donc, on doit s'actualiser et on doit justement proposer ces outils. Encore faut-il être convaincu, encore faut-il les connaître, encore faut-il les maîtriser. Parce qu'on voit ça. Quand on a fait les voitures, on a arrêté les charrues. Sauf que les charretiers sont devenus garagistes, on a créé plein de trucs à côté. Là, aujourd'hui, on dit oui, mais ça va nous remplacer. C'est pas demain la veille. Et justement, vous allez voir, avant, c'était souffrance d'être paysan, cette pauvre femme avec sa mode de foin. Et puis après, ce sont les bêtes qui ont souffert. Puis après, c'est un autre débat. On a moyen de gagner en performance et surtout, justement, d'augmenter notre capacité médicale. 1 + 1 = 3. Le médecin augmenté, c'est ça. Le médecin augmenté, c'est un médecin qui utilise l'IA, mais qui n'est pas en compétition avec. Et c'est ça aussi le travail qui est important. C'est que ce n'est pas un ennemi, l'IA. Et avant qu'elle nous remplace, c'est pas demain la veille. Et souvenez-vous, pour ceux qui connaissent Star Trek, McCoy est docteur. Il a un boîtier qui résout tout. Mais il est empathique. D'ailleurs, il est un peu le meilleur copain de Spock, qui lui est demi-vulcain, donc peu émotionnel. Et on a justement deux registres d'empathie, une empathie cognitive, théorique. Les gens pensent comme ça parce qu'il faut penser comme ça, et l'autre qui ressent. Et la médecine de demain, quelque part, c'est la médecine de McCoy. C'est une médecine avec plus de place aussi pour l'empathie, puisque certaines tâches sont déléguées. Ça, c'est intéressant. Et des métiers qui vont être remplacés, les derniers qui survivent sont les métiers d'empathie. Il faut le savoir, et c'est ça qui est passionnant dans le débat. J'ai bientôt fini, parce que faire de ça une erreur MSV, CP, quand ça bug? Qui est responsable? Qui gère les problèmes? Est-ce que l'IA va être jugée par une IA? Puisque maintenant, des IA vont juger des affaires courantes dans les tribunaux. Donc, vaste débat aussi de réécrire les responsabilités, parce que si on a peur, on ne fait pas. Et dans une médecine qui prend beaucoup plus de juridictions, c'est dur à dire, il y a plus de problèmes légaux, c'est une responsabilité supérieure à encaisser. Donc, pour conclure et être dans les temps, ceci est une mobilette. Je vous ai parlé d'IA, je vous montre une mobilette. La métaphore est simple. Est-ce que je dois avoir peur d'une mobilette parce qu'elle va plus vite que moi? Non. Je dois avoir peur du mec qui est dessus, qui a peut-être 3 grammes et qui sort d'un bar et qui risque de me rentrer dedans. La question est qui fait quoi, qui fait avec? Et là, les mobilettes sont un formidable atout. Merci de votre attention. Voilà, j'ai très bien compris que vous avez surtout développé le point de vue comment ces nouvelles pratiques, toute l'intelligence artificielle, peut être perçue par les médecins. Est-ce qu'ils auront envie de l'utiliser, etc. Moi, mon problème, c'est, je voudrais savoir à quel patient ça peut s'adresser, à quel patient en psychiatrie, à part les bons patients, entre guillemets, qui de toute façon sont déjà dans l'alliance thérapeutique. Il faut dire que la plupart de nos patients sont des gens qui ne demandent rien, qui ont peur d'être espionnés. Alors cette civilisation de Big Brother, je crois que ça risque de les effrayer beaucoup. Donc je crois qu'il faudrait se demander, est-ce que c'est vraiment utile ? Théoriquement, oui, je comprends tout à fait votre point de vue. Après, c'est comment ça va être perçu par les patients? Est-ce qu'ils seront volontaires pour ces recueils de données, etc., etc. Eh bien, ça tombe bien.
Ça tombe bien, vraiment, je vous remercie pour cette question. La question, on le comprend, c'est le point de vue des patients. Et nous, on aimerait vraiment le recueillir et que notre méthode puisse être proposée, justement, et j'espère qu'on pourra même collaborer là-dessus, pour percevoir. On utilise une méthode donc de scénario, on écrit des techniques et on mesure la perception émotionnelle de ça. Ce qu'on a fait avec les médecins, avec les infirmières, nous, on veut le faire avec les aidants et les patients. Et là, on aura des réponses tout venant. Il faut savoir une chose, c'est que de toute façon, ces outils vont venir dans la médecine. Et on aura des logiciels qui vous diront quel traitement, etc. Et le patient doit savoir que parfois, certaines de ces décisions seront prises par ces IA. Qu'est-ce qu'il veut? Comment il le perçoit? Et aussi, justement, sur le volet subjectif, est-ce que ça m'inquiète? Est-ce que ça me persécute? C'est très important d'avoir la perception, et c'est un vrai travail et que l'on aimerait, nous, pouvoir faire en collaboration avec, justement, des patients. Et je pense que ça ferait avancer aussi un petit peu les choses, et surtout que les outils soient pensés du point de vue du patient et avec ces contingences qui sont la crainte d'être suivi. D'ailleurs, c'est amusant parce que j'ai écrit dans le avant-dernier bouquin de Cyrulnik sur la psychiatrie et son histoire, un chapitre qui s'appelle Big Doctor or Big Data, That's the Question, qui commence par le texte que je vous ai lu, qui est une vraie question. Et je vous remercie. Et si ça vous intéresse, justement, nous, on aimerait répondre à cette question. Pierre Doransard, je suis aidant et membre de l'UNAFAM du Val-de-Marne. Je suis retraité et d'une vie antérieure dans l'intelligence artificielle en particulier. J'ai beaucoup apprécié votre exposé enthousiaste et prévenant qu'il faut effectivement se préparer aux pressions que le milieu médical ou autre peut subir de la part de la grande industrie et l'introduction, ou même de pouvoirs publics, de l'introduction de méthodes automatisées, intelligence ou algorithmique ou autre. Mais il faut comprendre aussi comment l'intelligence artificielle arrive dans la société. Bon, je ne vais pas faire un exposé là-dessus, je vais être bref. Simplement, on est dans une société qui a vécu des phases de taylorisation, et la taylorisation aujourd'hui évolue et s'en prend à l'esprit. C'est-à-dire qu'on voit partout l'intervention, ce qu'on appelle le digital labor, qui est très étudié aux États-Unis, et qui est moins étudié en France, mais développé par un sociologue comme Antonio Cassidi, par exemple, etc., qui fait que c'est le développement de ce que Bernard Stiegler appelle le prolétariat. C'est-à-dire il y a une espèce de prolétarisation. Le taylorisme s'empare non seulement des moyens mécaniques, ce que tout le monde connaît à travers les films de Charlie Chaplin, mais également, c'est-à-dire de la machinerie, mais également de l'esprit. Et maintenant, on voit des chefs de service, par exemple sur les plateformes, des chefs de service qui sont automatisés. Et donc, j'en arrive à la question qu'il faut se poser, c'est de savoir comment intervient cette taylorisation dans les institutions médicales de soutien et de soins. Et on le voit dans l'hôpital, c'est les suppressions de personnel. Donc, il faut bien garder à l'esprit, à mon avis, c'est à la fois une remarque et une question, comment et que faut-il faire pour garder le personnel et même avoir plus de personnel, parce que l'intelligence artificielle ne remplacera pas l'humain. Donc il faut absolument, elle n'est intéressante que si elle intervient en préservant la quantité de personnel. Totalement, je vous remercie pour cette remarque. Voilà. On est totalement d'accord. Je vais vous donner une petite réponse brève. On a fait donc cette même méthodologie avec des élèves infirmières sur 11 sites d'IFSI en Ile-de-France, et on a soumis la revue, l'article dans une grosse revue d'éducation, d'enseignement infirmier américaine, et on posait la question justement de celle-ci, est-ce que ça remplace et autres. Et la réponse du reviewer était intelligente. Il nous a dit, mais vous savez, nous ça fait des années en tant qu'infirmier qu'on est habitué à assimiler dans notre profession les nouvelles techniques. Et effectivement, en réanimation, on a gagné à avoir des outils de surveillance. Alors, le mot surveillance, c'est à prendre avec des pincettes. Là, c'est de la surveillance médicale, on est d'accord, qui nous a permis d'avoir du temps de technicité supplémentaire. Alors, bien sûr, il y a peut-être moins d'infirmières, mais si les soins sont plus performants, c'est une vraie question. La question aussi, elle est de où place-t-on la décision, qui garde la main, qui est une vraie question aussi. Et justement, dans la formation, c'est cet accompagnement aux chiffres et autres qui est important. Quant à la taylorisation, en même temps,
je crois qu'on est arrivé, si vous connaissez l'IA, c'est imparable. C'est pour ça qu'on est obligé vraiment de faire... Non, ce qui est imparable, c'est l'IA qui avance. C'est pas que ça va éliminer les professions. Il est important, justement, d'être participatif pour fixer des limites, pour fixer des actions et d'être participatif bottom-up, comme on dit, de la base vers le haut, pour éviter, justement, que ça soit quelque chose qui nous soit imposé. L'exemple, parfois, des sites marchands, ils vous calcule un peu ce que vous avez la plus grande probabilité d'aimer, mais ce qui ne veut pas dire que ce soit ce que vous aimez. Et finalement, on vous fait croire que l'objet du choix est votre choix et qu'il l'a anticipé. C'est cette métaphore-là aussi qu'il faut qu'on travaille sur la manière d'organiser les soins et les soins qui nous sont proposés. Est-ce qu'ils sont vraiment adaptés ou est-ce qu'on a proposé quelque chose auquel on adhère parce qu'on croit que c'est ce qu'il y a de plus adapté? Il y a un vrai travail. Je n'ai pas toutes les réponses et c'est pour ça que nous, on travaille là-dessus. On essaye d'avoir une pensée parce que justement, il y a un vrai chantier et dans notre discipline, qui est probablement la plus complexe, à mon sens, du monde de la médecine. Quand je dis ça, chacun va dire bah non, c'est la mienne, mais je trouve que le cerveau est quand même quelque chose d'énormément compliqué. Ça implique que dans les interactions, dans les actions qu'on lui propose, il y ait tout ce raisonnement. Maintenant, ça fait partie du débat, je suis complètement d'accord avec vous. Je ne sais pas s'il y a plein de questions, mais après, il y a peut-être... C'est les micros. C'est ouvert ? Bon, bonjour. Je tiens à vous féliciter. Je trouve que c'est extraordinaire ce que vous faites. Moi, je suis une maman qui a un jeune homme, un enfant de 20 ans. Cet enfant, depuis 2016, j'alerte les médecins, j'alerte des spécialistes, j'alerte sur son comportement qui, pour moi, me semblait un petit peu alarmant. Mais sans trop, il était dans la norme, on disait que c'était l'adolescence, etc. S'il avait eu un programme simple, par jeu, parce que les adolescents, ils sont sur les iPads, les téléphones. Pour eux, c'est des jeux de questions-réponses sur ses sentiments, sur sa façon d'agir, ses perceptions. Eh bien, tous les médecins que je suis allée voir depuis 2016, ils auraient eu cet élément-là, simple, didactique, sans que ce soit spécialement la schizophrénie ou une maladie mentale, sur d'autres choses. Mon fils, aujourd'hui, il n'aurait pas été interné dans l'état dans lequel il est aujourd'hui parce qu'il n'a fait que descendre chaque marche, de mois en mois. Moi, je trouve ça extraordinaire parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être aidant à plein temps. Les médecins ne peuvent pas être disponibles à plein temps. Il y a des outils informatiques qui leur sont donnés. Il y a des programmes sur des iPads qui peuvent être complémentaires. Je trouve ça génial. Vraiment, je vous parle avec une perception nouvelle parce que je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes, on ne peut pas être spécialiste de tout. On ne peut pas avoir la connaissance de tout. On ne peut pas être Google, chacun comme on est. Mais par contre, pourquoi refuser une aide ? Voilà, je trouve ça extraordinaire. Merci. Dernière question, Florence ? D'accord. Bonjour, Jean-Michel Albouy. Donc, moi, je suis patient psychotique, mais pas tous les jours, pas aujourd'hui. Bon, j'ai fait plusieurs accès par le passé, ce qui me rapproche de la schizophrénie. À la base, je suis bipolaire. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec le docteur Mouchabak, à savoir, pour ma part, et pour préserver ma famille, nos 3 enfants, et être un meilleur père, j'utilise au maximum l'intelligence artificielle et je mets beaucoup de choses sur le web mais qui est maîtrisé. Si Google en faisait mauvais usage, immédiatement ça se saurait, sa valeur en bourse chuterait drastiquement et ça serait embêtant. Voilà, et je voulais vous dire, donc ça m'aide bien à éviter des virages maniaques. Voilà, je suis prêt à participer à votre cohorte. On a créé une petite communauté de recherche Enerbip, donc je suis chercheur à la base, une communauté de recherche, donc le numérique pour la santé mentale, et on utilise beaucoup d'apps, voilà. Et pour répondre à madame qui parlait... Donc hier je faisais une sortie avec SchizoWi, une sortie du dimanche, c'était très bien, et j'avais que des amis en l'occurrence qui avaient eu des élans psychotiques à des moments, et puis en les prenant, en leur expliquant, en leur donnant envie, finalement je leur ai donné envie que l'on fasse quelques belles photos pour illustrer le site web. Donc vous voyez là, les gens s'ouvrent, c'est question de s'ouvrir un peu à ces perspectives, de s'apprivoiser. Mais moi, je préfère de loin mettre quelques infos sur le web et avoir quelques bots qui m'espionnent de façon confidentielle et pour les donner pour moi et pour mes proches. Je préfère largement ça au fait de faire un épisode de plus, quoi. Voilà. Est-ce que tu veux répondre ou...
Oui, merci. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, moi j'ai une position à la fois d'éclaireur, je vous explique un petit peu ce qui se passe. Je pense que c'est important que des médecins s'y intéressent, connaissent bien ces technologies, au-delà de l'intérêt intellectuel et de tout ce que ça représente. Je n'adhère pas à tout non plus, et justement, je me mets pas comme un gardien, mais comme un observateur éclairé, et j'essaye avant tout de maintenir dans mes missions médicales les principes de bienveillance et de non-malveillance, chers à l'éthique à laquelle on a adhéré. C'est ça qui est important. Et je pense que vraiment, si j'ai une mission, c'est celle de faire connaître le mieux possible tous ces éléments, parce que je crois que c'est fondamental et que, comme on disait, c'est un train qui est là. De toute façon, c'est là. Et quand je connais, moi, des digital évangélistes, des gens qui sont des spécialistes de l'explication de ces transformations en entreprise, ils me disent, là où avant on faisait des prédictions à 10 ans, aujourd'hui on n'est même plus capable de dire en combien de temps ça fonctionne. C'est exponentiel. On disait dans 5 ans, non, maintenant c'est dans 2 ans, ou peut-être dans 10, on ne sait pas. Donc c'est là où c'est important. On ne peut pas laisser le train passer, et on sait très bien qu'à chaque fois qu'on a laissé les trains passer, on est resté sur le quai, et c'est pas bon pour tout le monde. Donc c'est peut-être là ma mission. Encore une fois, je le présente, ça m'intéresse, je ne suis pas d'accord sur tout, je suis circonspect sur certains, mais je pense que si on ne l'étudie pas, on ne sait pas. C'est vraiment cette démarche que j'aimerais, moi, transmettre. Connaissez, recherchez et essayez d'être ouvert sans a priori, parce que c'est là où on chope la connaissance. Pas quand on laisse passer notre machine ancestrale qui se braque parce que tout de suite on voit le biais de négativité. Non, il y a du positif dedans, il y a du négatif, mais si on n'est pas ouvert, on ne focalisera pas sur les solutions adaptées. Voilà, merci. Merci beaucoup.